Salut à tous, bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va plonger ensemble dans une histoire qui ne se trouve pas toujours dans les manuels scolaires, mais qui explique beaucoup de choses sur l'identité caribéenne d'aujourd'hui. On va parler de comment les puissances coloniales, Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas et d'autres, ont méthodiquement divisé les peuples des Caraïbes. Pas seulement en traçant des frontières sur des cartes, mais aussi en façonnant les sociétés de l'intérieur, c'est-à-dire en opposant les communautés, en hiérarchisant les couleurs de peau, en imposant des langues et des cultures différentes. Et surtout, on va voir comment ces divisions étaient une arme politique. Et comment, malgré tout, les peuples caribéens ont résisté, se sont réinventés et ont créé une identité unique. Let's get started. Les Caraïbes, c'est un espace immense. Des milliers d'îles, d'îlots et d'archipels qui s'étendent de Cuba jusqu'à la Trinité et Tobago, en passant par Haïti, la Jamaïque, la Guadeloupe, Porto Rico, la Barbade. Dès l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, cet espace est perçu comme une zone stratégique. Pour l'Espagne, c'est une porte d'entrée vers le continent américain, une base militaire et commerciale. Les premières colonies espagnoles, comme Hispaniola, Haïti et République dominicaine aujourd'hui, deviennent des centres d'exploitation brutale. Mais très vite, d'autres puissances européennes veulent leur part du gâteau. Les Anglais, les Français, les Hollandais et même les Danois. Chaque empire installe ses colons, construit des ports, des fortifications et surtout des plantations. Résultat, l'archipel devient une mosaïque coloniale. Une île française à côté d'une île anglaise, puis une autre hollandaise. Et derrière ces découpages, c'est déjà une stratégie de division qui s'installe. Si on regarde une carte coloniale des Caraïbes au XVIIIe siècle, ça ressemble à un patchwork. Les Espagnols dominent Cuba, Porto Rico, la République dominicaine. Les Anglais contrôlent la Jamaïque, la Barbade, Saint Kitts, Trinidad. Les Français s'installent en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Dominique. Les Hollandais prennent Curaçao, Aruba, Bonaire. Même les Danois possèdent les îles Vierges danoises. Chaque puissance impose sa langue, son système juridique, sa religion. Une manière de marquer le territoire, mais aussi de créer des différences culturelles profondes. Aujourd'hui encore, on en voit les traces. Les Caraïbes parlent espagnol, anglais, français, néerlandais et bien sûr, créole. Ce morcellement territorial a empêché l'émergence d'une unité caribéenne, au lieu d'un grand espace cohérent. On a eu une multitude de colonies tournées chacune vers sa métropole européenne plutôt que vers ses voisines. Mais la stratégie coloniale ne s'arrêtait pas aux frontières, elle s'exerçait aussi au cœur même des sociétés coloniales. Des centaines de milliers d'Africains sont arrachés à leurs terres et déportés vers les plantations caribéennes. Mais les colons savent que des esclaves unis seraient une menace énorme. Alors, ils utilisent la diversité même des origines africaines pour diviser. On mélange les ethnies pour limiter la communication. On oppose ceux qui viennent d'Afrique à ceux déjà nés dans les colonies. On crée des hiérarchies raciales, ou même une petite différence de couleur de peau peut signifier un statut social différent. En 1585, la France promulgue le Code noir, qui fixe noir sur blanc les droits, ou plutôt l'absence de droits, des esclaves, mais aussi leur place dans la société. Les autres puissances ont leur propre système, mais l'idée est la même, rigidifier les hiérarchies et empêcher toute solidarité. Quand l'esclavage est aboli au XIXe siècle, les colons craignent encore la solidarité entre anciens esclaves. Alors, ils importent de nouveaux travailleurs sous contrat,
venus d'Inde, de Chine, du Liban. Là encore, l'objectif est clair. Créer une concurrence entre communautés, entretenir les préjugés et éviter toute unité. L'exemple le plus marquant, c'est bien sûr Haïti. En 1791, les esclaves de Saint-Domingue se soulèvent. En 1804, ils remportent une victoire historique et proclament la première république noire indépendante. Pour les autres puissances coloniales, c'est un choc. Haïti devient un symbole d'espoir pour les esclaves des autres îles, mais aussi une menace pour les colons. Alors, tout est fait pour l'isoler, embargo, dettes imposées par la France, campagne de propagande pour faire peur aux autres colonies. Et ce n'est pas le seul exemple. En Jamaïque, la révolte de Taki en 1760. En Guadeloupe, la lutte menée par Delgrès contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. À la Barbade, la grande révolte de Bussa en 1816. Chaque fois, la réponse coloniale est la même. Diviser les révoltés, réprimer violemment, et surtout éviter que ces mouvements ne s'unissent d'une île à l'autre. Même après l'indépendance de plusieurs pays, les cicatrices coloniales sont restées. Sur le plan politique, au lieu d'un grand bloc caribéen uni, on a des dizaines de petites nations, souvent dépendantes encore de leur ancienne métropole. Sur le plan économiquement, beaucoup d'îles restent tournées vers l'exportation de matières premières, héritage direct des plantations. Et finalement, sur le plan culturel et linguistique. Les langues coloniales continuent de séparer, même si les créoles et les cultures locales créent aussi des ponts. Mais il y a aussi une force incroyable. Parce que malgré toutes ces divisions, les peuples caribéens ont créé une identité unique, métissée, vibrante. La musique, la danse, les croyances spirituelles, la littérature, tout ça témoigne d'une capacité de résistance et de réinvention. Quand plusieurs pays caribéens obtiennent leur indépendance au XIXe et surtout au XXe siècle, un grand espoir naît, celui de reconstruire l'unité que la colonisation avait détruite. Mais ce rêve s'est souvent heurté aux réalités laissées par les puissances coloniales. La Fédération des Indes occidentales, par exemple. Dans les années 1950, le Royaume-Uni encourage une union politique entre ses colonies caribéennes, la Fédération des Indes occidentales. Elle rassemblait la Jamaïque, Trinité et Tobago, la Barbade et plusieurs îles des Petites Antilles. L'idée était de créer un État caribéen uni, capable de peser sur la scène internationale. Mais rapidement, les divisions héritées du colonialisme refont surface. Les grandes îles comme la Jamaïque craignaient de payer pour les petites. Les différences de langue, d'économie et de culture rendaient la coopération difficile. Les anciennes métropoles, surtout le Royaume-Uni, ne voyaient pas d'un bon œil une union trop forte. Résultat, la fédération s'effondre en 1962, et avec elle, une occasion historique de créer un bloc caribéen uni. Un autre exemple est celui de la CARICOM, une unité économique fragile. En 1973, une nouvelle tentative voit le jour, la CARICOM, Communauté des Caraïbes. Elle vise une coopération économique et politique entre les pays anglophones, avec l'idée d'un marché commun caribéen. Mais là encore, l'unité reste fragile. Les économies des îles sont souvent concurrentes plus que complémentaires. Les anciennes appartenances coloniales, françaises, britanniques, espagnoles, néerlandaises, compliquent une intégration complète. Et surtout, beaucoup de territoires restent encore sous domination. Porto Rico est toujours lié aux États-Unis, la Guadeloupe et la Martinique à la France, Aruba et Curaçao aux Pays-Bas. Une identité caribéenne malgré tout. Pourtant, malgré ces obstacles politiques, une chose se renforce, l'identité culturelle caribéenne. À travers la musique reggae, le calypso,
la salsa, le zouk, le compas. À travers la littérature, avec des auteurs comme Aimé Césaire, Derek Walcott, Maryse Condé. À travers le sport, avec le cricket qui unit les nations anglophones, ou le carnaval qui traverse toutes les îles. L'unité qui échoue sur le plan politique se construit sur le plan culturel. Aujourd'hui, l'unité par la culture et la coopération. Même si les divisions coloniales ont laissé des cicatrices, on ne peut pas ignorer les efforts actuels des peuples caribéens pour se rassembler et affirmer une identité commune. L'Université des Indes occidentales, UWI. Fondée en 1948, l'Université des Indes occidentales est un symbole de coopération régionale. Avec ses campus en Jamaïque, à Trinité et Tobago, à la Barbade et maintenant même en ligne, elle forme des étudiants venus de toute la Caraïbe anglophone. C'est un lieu où se construit une intelligentsia caribéenne qui réfléchit sur les problèmes communs, le changement climatique, la mémoire de l'esclavage, le développement économique. Les festivals et la culture partagée. Si la politique peine à unir, la culture, elle, dépasse les frontières. Le carnaval, qu'il soit à Trinité, à Haïti, à Cuba, en Martinique ou à la Barbade, est une célébration commune, héritée des résistances populaires et enrichie par le métissage. La musique caribéenne voyage, le reggae de Jamaïque, le compas haïtien, le zouk guadeloupéen, la salsa cubaine, le dancehall, le soca, autant de genres qui circulent dans tout l'archipel et créent une langue culturelle universelle. Gapem Truyes. Même le sport devient un espace d'unité. L'équipe de cricket des West Indies regroupe plusieurs nations anglophones sous un même drapeau sportif, et elle a longtemps été une fierté caribéenne sur la scène internationale. La diaspora caribéenne. Un autre facteur d'unité, c'est la diaspora. Des millions de Caribéens vivent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Europe. Dans des villes comme New York, Montréal, Miami, Paris ou Londres, les communautés caribéennes se mélangent, s'organisent, créent des événements communs. Le carnaval de Notting Hill à Londres ou celui de Brooklyn à New York sont devenus des vitrines mondiales de la culture caribéenne. La diaspora joue aussi un rôle économique énorme, en envoyant des milliards de dollars de transferts d'argent chaque année vers les îles, soutenant ainsi les familles et les économies locales. Les défis communs. Enfin, les Caraïbes font face à des défis qui dépassent les frontières nationales. Le changement climatique et la montée des eaux. La dépendance économique vis-à-vis du tourisme et des anciennes métropoles. La lutte pour la mémoire et la reconnaissance des crimes de l'esclavage, avec par exemple les demandes de réparation adressées à l'Europe. Ces défis rappellent que, malgré les divisions héritées du colonialisme, il y a aussi une nécessité d'unité pour affronter l'avenir. Alors, oui, les puissances coloniales ont divisé les peuples des Caraïbes. Elles ont morcelé les territoires, opposé les communautés, isolé les révoltés. Aujourd'hui, les divisions existent encore, mais l'unité est toujours en construction. Mais elles n'ont jamais réussi à briser totalement l'esprit de résistance, ni à effacer la créativité née de ce mélange forcé. Et peut-être que la vraie force des Caraïbes, c'est justement ce paradoxe. Un espace fragmenté par l'histoire, mais uni par la mémoire, par la culture et par une résilience commune. Alors, je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce qui unit encore les peuples caribéens malgré toutes ces divisions héritées du colonialisme? Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour continuer à explorer ensemble les échos et résonances de notre histoire.